J'ai une excellente nouvelle. Cet épisode est sponsorisé par Apnea, le nouveau spécialiste de vente de matériel d'apnée en ligne. Vous pouvez y retrouver des bipalmes Motion Off, des monopalmes 7MA Composite, des masques C4 ou encore des lunettes Evolve sur apnea.com. Avec le code APNEYA5, vous pouvez acheter ce dont vous avez besoin pour vous immerger avec confort et avec 5% de réduction. Bref, on arrête la publicité ici, mais merci tout de même à Greg, le cofondateur d'apnea.com, de croire en ce podcast et de le sponsoriser. Allez, let's dive! Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Cet épisode est aussi soutenu par l'école d'apnée Blue Addictions. Elle est basée dans le sud de la France, à La Londe-les-Morts et Bornes-les-Mimosas. Depuis 2011, Blue Addictions propose des formations AIDA et FFESSM. Vous pouvez vous y former comme MEF1, passer votre RIFA ou encore faire votre AIDA 4. Que vous soyez un club, un débutant curieux ou un apnéiste confirmé, Blue Addictions vous propose des stages variés, des masterclass avec des grands noms de l'apnée, des ateliers sur la compensation avec Federico Mano. Blue Addictions dispose de 2 semi-rigides équipés de potence amovible et de 2 centres pour vous recevoir avec confort. Blue Addictions, c'est aussi une équipe d'apnéistes compétiteurs au niveau international, avec la Blue Addictions Pro Team. Merci à l'équipe Blue Addictions de soutenir le podcast Freediving Family. Salut la Freediving Family, j'espère que vous allez bien malgré l'hiver, la pluie et les tempêtes. J'espère que vous avez trouvé quelques spots pour vous immerger au chaud ou que vous profitez au contraire du froid et de la neige pour plonger sous la glace. J'espère aussi que tu es abonné à la Freediving Family, le podcast 100% apnée et 100% francophone. C'est le seul sur notre petite planète bleue. Alors, abonne-toi et note-le 5 étoiles. Bref, si vous avez besoin d'un break, de la grisaille européenne, écoutez la FF. Et pour les plus motivés, vous pouvez toujours me rejoindre en Égypte, au bord de la mer Rouge. Adahab, c'est vraiment la mecque du freediving. Et c'est pas pour rien parce que l'eau elle est chaude, elle est translucide. On a 50 mètres de profondeur en face des restaurants et sans houle. D'ailleurs, c'est à Adahab que j'ai rencontré notre invité, Gaël Brousse. Alors pourquoi Gaël comme invité ? Eh bien, Gaël c'est une fusée, c'est une torpille carburant au CO2. C'est une championne sur les épreuves d'apnée en sprint et d'endurance. Elle a pas 1 ou 2, mais elle a 3 records de France FFESSM. Le 100 mètres sprint, qui peut être aussi exprimé 2x50, et record de France sur le 4x50 et le 8x50. Gaël, en plus d'être une fusée sous-marine, c'est une bretonne d'adoption, et c'est une rideuse. Elle est grande, tout en muscles, le regard franc et souriante. Gaël, elle assure dans les bassins avec sa monopalme en carbone, mais elle assure aussi en profondeur et avec la pression. Durant son trip à Adahab, elle est passée de 56 mètres à 60 mètres, puis 61 mètres. Comme me l'a dit son amoureux et son coach Ivan, elle a le mental, la souplesse, la puissance, la compensation et l'envie d'y aller. Si demain, elle décide de passer à la profondeur, attention les filles, parce que Gaël, elle est solide. Je vous souhaite une très bonne écoute sur la Freediving Family. Et avant de découvrir Gaël, s'il vous plaît, prenez vraiment le temps de vous abonner et de noter 5 étoiles le podcast. Ça permet de le faire remonter sur toutes les plateformes. Et d'ailleurs, on a été dans le top 20 des podcasts sport en début d'année. Donc merci parce que c'est grâce à vous. Allez, je vous laisse et c'est parti pour ce 15e épisode avec Gaël Brousse ou la fusée sous-marine. Eh ben salut Gaël. Salut Julien. Ça me fait plaisir de te voir. La première fois que je t'ai vu, c'était hier et t'étais à la bouée des 50 mètres en face de Lighthouse à Adahab et j'entends parler français et là, je vois ta petite tête et je te reconnais. Je fais Gaël, c'est toi. Et c'était bien toi. Et c'était bien moi. Parce c'est que ça. En vacances. En vacances. Parce qu'on est tous les deux actuellement à Adahab.
en Égypte. Et je tiens à remercier mon ami Julien Mabi qui nous a mis en contact. Julien qui a le club de voile Le Yaga. Donc si vous voulez faire de la voile, allez chez Juju. Et c'est à Pornichet, c'est ça? C'est ça, et Juju, on te fait des gros bisous. Et, ouais. Et avant d'être apnéiste, je crois que tu as eu une carrière aussi dans le milieu de la voile? Alors ouais, moi avant de faire de l'apnée, j'ai fait beaucoup de kitesurf. Pas en compétition, mais beaucoup de temps sur l'eau. Voilà, en freestyle, en surf, en tout ce qui touche un kite. Voilà, ça a été des grandes années avant de démarrer l'apnée. Et j'ai pas arrêté d'ailleurs, je continue quand je peux. Et si tu devais te présenter dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu dirais? En général? Ouais. Eh ben, Gaëlle, la trentaine passée. On ne donnera pas d'âge. Voilà. Toujours dans le sport, sportive née. Oh là là. C'est dur de se présenter, hein. C'est dur, t'inquiète pas. C'est normal. C'est très compliqué. Alors, tu es bretonne? Je suis pas née en Bretagne, mais j'y ai vécu toutes mes années. J'ai fini mes études là-bas. C'est d'ailleurs, moi j'ai fait mes études à La Baule, les dernières. C'est là où j'ai commencé d'ailleurs à naviguer. Ok. Et je suis restée vivre là-bas. Moi je vais en vacances du côté de Guérande-la-Turballe depuis que je suis née. Donc c'était un peu ma deuxième maison que j'ai fini par transformer en ma vraie maison pendant 12 ans. Avant de changer, de prendre un grand virage dans ma vie, on va dire. Et t'as fait des études de quoi? Alors moi, j'ai fait des études dans le tourisme. D'accord. Dans le tourisme, et en parallèle, j'étais sauveteur à la piscine de la Baule, et j'ai passé mon brevet d'état de maître nageur. Et en fait, je me suis retrouvée vraiment dans ce travail. J'ai beaucoup aimé le contact avec les clients, le côté sport, le côté aquatique. Et du coup, j'en ai fait ma carrière professionnelle. Voilà, donc je suis toujours maître nageuse, pardon. Et donc tu apprends à nager aux enfants, c'est ça? J'apprends à nager aux enfants, et moi ce que je préfère c'est surtout les cours d'aquagym. D'accord. Voilà, cours d'aquagym. Avec les mamies? Il n'y a pas que des mamies. Il n'y a pas que des mamies. Alors avant, on pourrait avoir cette image du travail d'aquagym, la danse des tongs au Club Med, mais pas du tout. Moi je suis plutôt dans le sport santé, où j'ai vraiment développé pas mal de techniques et d'attention auprès de la clientèle et surtout les femmes pour toutes sortes de pathologies, pour travailler sur toutes sortes de pathologies. Okay. Arthrose, prénatale, postnatale, post-opératoire, en fonction des maux que les gens ils ont à soigner, des renforcements de certaines parties du corps, plus ou moins importantes. Voilà, ça c'est mon kiff. Ok. Voilà. Donc on peut faire des podiums au championnat du monde CMAS en apnée sprint et donner des cours d'aquagym, parce que l'apnée c'est un sport qui grandit. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton palmarès en apnée? Eh bien mon palmarès il est court hein. Mais il est quand même présent. J'ai commencé la compétition il y a 2 saisons, en décembre 2022. Voilà, ça c'était ma première compétition à Mulhouse. C'était Coupe de Noël je crois, ou la Coupe des Cormorans, je me rappelle. Et voilà, c'était la première fois que je faisais un 8x50 de ma vie. Dynamique, j'en avais déjà fait une à Madrid pour accompagner mon compagnon, mais voilà, c'était pas, je découvrais juste l'apnée dynamique quoi. Et c'est quoi exactement un 8x50? Alors le 8x50, c'est enchaîner le plus rapidement possible 8 longueurs en récupérant le plus rapidement possible à chaque fin de longueur. Et on n'a pas le droit de sortir au milieu pour respirer? Sinon c'est carton rouge, non-respect des distances. Non-respect des distances, ok. C'est ça. Donc là, c'est intense, c'est top. Mais voilà, je connaissais pas du tout avant cette première compète. Et à la fin de cette première compète, il s'est avéré que mon chrono était pas dégueu. J'en avais aucune idée. T'étais à combien? Il était à 5,36 ou 5,46. Ok. 36, 46. 5 minutes 46 on va dire, ouais. Pour faire 8 fois 50 mètres sans respirer, juste respirer après tes 50. Et toi tu respires longtemps, combien de fois? J'avais aucune idée, là c'était à l'instinct complet, au feeling. Il n'y avait pas de décompte, il n'y avait pas de nombre de respires, non là c'était vraiment au feeling sous l'eau. Et le record du monde, il est féminin, il est à combien? 4 minutes 01. 4 minutes 01. Ouais. Wow, c'est rapide. Détenue par l'italienne Chiara Zaffaroni, voilà. Chiara qui est une Zaffaroni. copine et qui est très très sympathique. Ok. Ouais. On est encore parfois dans cette petite guéguerre français, italien, russe, ça se tire la bourre. Ouais, mais là, alors les Russes c'est pas le même contact, hein, mais nous au niveau sprint, on est tellement peu nombreux
Avec l'équipe italienne, on s'entend vraiment très bien. Vraiment très très bien. Donc moi, ça me fait plaisir aussi, parce qu'à la base, je suis pas du tout pour la compétition. Okay. J'ai jamais aimé ça. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Mais là, je sais pas, je me suis retrouvée. Il y a une ambiance qui me plaît, il y a un feeling qui est vraiment chouette sous et hors de l'eau. Et ça me motive à continuer. Voilà. Donc c'est bonne ambiance en apnée sprint. C'est bonne ambiance. Et l'apnée sprint, d'ailleurs, il y a, si je dis pas de bêtises, il y a le 2x50, le 4x50, le 8x50. Et ça s'arrête là. Et voilà. Et à l'époque, il y avait le 16x50. Le 16x50. Le 16x50 et le 100 mètres sprint, ouais. Et le 100 mètres sprint, c'est fini aussi? Si. Le 2x50, tu peux le maintenir en format 100 mètres. Ah, les mecs, ils font 100 mètres d'apnée comme ça direct? Ouais. Donc en fait, il y a l'épreuve du 2x50 et le 100 mètres sprint? Ou c'est les mêmes choses? C'est la même chose. C'est juste que tu as l'option de pouvoir sortir à 50 mètres pour prendre des respirations si tu as besoin. Ah ouais, et toi, tu fais combien de temps les 100 mètres? Que je te dise pas de bêtises, 41 secondes. Ouais. Et t'as un record de France? Ouais, record de France. Je crois que des records de France, t'en as pas qu'un, t'en as 3. Sur les 3 disciplines. Donc, sur lesquels? Le 8x50, je l'ai fait... Oh là là, j'ai honte, je connais même pas mes chronos. Donc, record de France sur le 4 fois, le 8 fois et sur le 100. Ouais, le 8x50 en 4 minutes 41. Okay. Le 4x50 en 1 minute... 1 minute quelque chose. 1 minute quelque chose. Et t'es loin devant tes concurrentes? Ouais. Enfin, je suis loin derrière, plutôt. Enfin, je suis dans le top 5. Dans le top 5 France, tu veux dire? Dans le top 5 quoi? Dans le top 5 mondial. Ok. Il y a juste que cette Italienne, Chiara, qui, elle, par contre, elle est spectaculaire, quoi. Elle tourne sur les chronos masculins, mais c'est une fusée, ça c'est clair. Donc, je suis contente de la progression. C'était 1,41 le 4x50. Ok. Donc 3 records de France, t'es dans le top 5 mondial, CMAS, Confédération mondiale des activités subaquatiques, et on n'est pas chez AIDA, parce que chez AIDA, l'Association internationale pour le développement de l'apnée, il n'y a pas d'apnée sprint, c'est que fédéral. Tu étais, je crois, à Belgrade pour les championnats du monde en CMAS, ça s'est bien passé? Super. Ça s'est super bien passé. Le chat. On a un petit chat d'Ab qui vient nous rejoindre. C'est ça, un petit matou. Eh ben oui, j'ai tout explosé, j'ai rempli le contrat, j'ai fait 3 records de France, 2 médailles d'argent sur le 8x50 et le 4x50. Donc je pensais pas arriver à ça, mais je l'ai fait, j'en suis fière. Et voilà. 2 fois vice-championne du monde. Ouais, ça fait bizarre dit comme ça. Sur ta 2e saison. Sur ma 2e saison, ouais. Bon, et alors, est-ce que ça... Je sais on dit souvent que dans l'apnée, il n'y a pas d'argent. Est-ce que ça rapporte de gagner de l'argent quand on fait un podium en CMAS? Un petit peu. Ça rapporte combien? Là, pour moi, avec mes 2 médailles d'argent, alors théoriquement, pour une médaille d'argent, c'est tu as une indemnisation de 2000 €. 2000 € pour une médaille d'argent. Ouais. Et pour l'or et le bronze, c'est combien? 4000 pour l'or, 1000 pour le bronze. Et après, il faut savoir que si, comme moi, on est dans des disciplines où il y a un certain nombre de nations inférieures au minimum qui est représenté, donc pour nous c'est 15 pour l'apnée, cette indemnisation est divisée par 2. Ok. Donc en gros, tu t'es fait 2000 € en faisant 2 médailles d'argent. Ça fait un petit bout de la saison. Ouais. Et je te pose la question de l'argent parce qu'on sait très bien que quand on cherche à être un apnéiste de haut niveau, parce que vous êtes reconnu comme athlète de haut niveau aujourd'hui par le ministère du Sport, d'ailleurs ça fait pas si longtemps que ça fait 2 ou 3 ans. C'est ça. Est-ce que tu as des sponsors? Est-ce que la recherche de finances vient un peu impacter ton entraînement, tes performances? Alors, moi j'avais surtout 2 sponsors sur matériel et produits, compléments alimentaires. C'est qui? Alors, Setma pour le matériel monopale. Ah, les meilleurs. Voilà. Et Eau de Vie, c'est du plasma marin en fait. C'est une entreprise suisse. Ok. Et qui, eux, me fournissent vraiment tous les compléments alimentaires et surtout l'eau de Quinton qui a fait une grande différence dans ma préparation. C'est vrai? Oui. En vrai, je vois l'eau de vie partout et je me dis à chaque fois, mais ça sert à rien ces trucs-là. Et toi, tu dis que ça sert... Ouais, au niveau musculaire, au niveau hydratation, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et c'est quoi l'eau de Quinton?
Alors l'eau de Quinton, en fait, c'est ce qu'on appelle du plasma marin. C'est de l'eau de mer qui est prélevée au large, qui est pressée et filtrée, donc elle est dépolluée en fait, l'eau. En fait, tu bois de l'eau de mer. Je bois de l'eau de mer. Mais pourquoi on la boirait pas directement? Parce que moi, de l'eau de mer, je peux t'assurer que j'en bois là. Ouais, non, mais c'est la seule différence en fait, c'est surtout au niveau contamination. Là, elle est pure. Mais elle est salée. Elle est salée, mais tu vas pas avoir tout ce qui va être pollution, microplastique, plomb, voilà. Tout ça, ça va être supprimé. Tu vas vraiment garder juste la matière pure. Les minéraux aussi, ils vont pas être supprimés dans la filtration. Et donc, tu vas pouvoir vraiment apporter tout ça à ton corps. Okay. Que tu vas pas forcément avoir dans une eau en bouteille, comme ici, par exemple, où tu es obligé de rajouter des sachets pour essayer de compléter un petit peu la qualité de ton eau. Donc là, ce que raconte Gaël, c'est parce qu'on est dans le désert. On est à Dahab et l'eau qu'on boit, c'est de l'eau de mer filtrée par osmose inverse et souvent il n'y a pas assez de minéraux. Donc quand on vit longtemps sur place à Dahab, c'est bien de rajouter des minéraux dans l'eau qu'on boit. Parce que c'est vrai qu'il faut l'enrichir parce qu'on est, je le sens personnellement, là, des fois je sens déshydraté mais en profondeur et ça me fatigue. Et ok, donc eau de vie pour le... Ouais, l'eau de Quinton pour ça, c'est incroyable. Voilà. Et cette ma composite C'est ça. Donc là, c'est vraiment pas de financement pour l'instant. J'avais mon sponsor eau de vie qui allait m'aider à m'appuyer un petit peu, mais c'est pas une grosse entreprise, donc c'est pas... Ça aide, mais ça te fait pas manger, tu vois. Ouais. Parce que le plus dur quand tu veux te lancer dans une carrière d'athlète de haut niveau comme ça, c'est alors je prends la responsabilité de réduire mon temps de travail. Ouais. Qui dit moins de temps de travail dit moins de rentrée d'argent. Dit t'as quand même ton loyer et il faut quand même bien manger. Et surtout quand t'es athlète, tu as des grosses dépenses énergétiques, donc il faut quand même maintenir un équilibre. Il faut maintenir un équilibre au niveau du corps. Donc une sous-alimentation, une sous-minéralisation, enfin tu peux pas te le permettre, sinon tu augmentes trop ton risque de blessure. Et surtout en endurance, où on en parlera tout à l'heure. C'est pas comme en apnée où tu mets ta combi, tu fais un peu de relaxation, tu te mets dans l'eau, un petit peu d'étirement et tu pars. Non, là tu nages et tu nages comme un barbare. Donc au niveau physique, c'est très intense, c'est très engagé. Donc donc tu fais le choix de tout ça et tu te dis bon, maintenant c'est un choix, les déplacements il faut les payer, tout ça. Alors le compte en banque à un moment donné, il dit oui. Ça suit plus. Et s'il y a des entreprises qui nous écoutent et que vous souhaitez soutenir Gaël Brousse, qu'on n'a pas donné ton nom de famille encore, où est-ce qu'on peut te joindre? Par Instagram, j'ai pas encore mon site internet, je suis pas une bonne élève, hein, désolée. On va te faire un site internet bientôt alors. Je m'y applique. Et Gaël, tu es dans quel club? Alors, moi mon club c'est le Casca, à Guérande. C'est mon club de cœur, c'est le premier club que j'ai intégré quand j'ai fait de l'apnée. Et là aujourd'hui je suis toujours avec eux, mais je m'entraîne à Genève. Ça veut dire que tu vis à Genève ou tu vis en Bretagne? Je vis plus à Genève qu'en Bretagne. Je fais les allers-retours. Toute ma famille est en Bretagne et mon compagnon, lui, est suisse. Et tu as gardé ton appartement en Bretagne? C'est la maison de famille. D'accord. Voilà. Plus facile. Ça va, tu te mets pas un loyer en Bretagne et un loyer en Suisse? Non. Ok. Et je crois que ton compagnon, il a un impact énorme sur ta carrière sportive. Je crois que c'est même lui qui t'a motivé à faire de la compétition et c'est même ton amoureux qui est ton coach. Oui. Et quels sont les avantages d'avoir son amoureux en coach et quelles sont les limites parfois qu'on peut voir? Alors, je dirais que ça pourrait être un gros risque. C'est vrai, quand on parle avec les gens, ils sont assez, pas étonnés, mais contents de cette cohésion qu'on a tous les deux. Parce que c'est vrai que vivre ensemble, travailler ensemble, s'entraîner ensemble, faire les compétitions ensemble, on pourrait dire que c'est une bombe à retardement. Et en fait, pas du tout. Nous, ça coule de source. Donc, tant mieux. Bon, génial. Tant mieux. Donc, pas de limite, que des avantages. Ouais. Pour nous, en tout cas, pour l'instant, il n'y a aucun souci. C'est trop bien. Ok. Il me motive, il me connaît, il connaît mes limites. Si je dis non, voilà, ça s'arrête. C'est lui qui m'a inscrit, qui m'a motivé à faire cette première compétition à Mulhouse. Et il a flairé le truc et tout de suite il m'a conseillé on s'est dit tiens, et si on tentait?
d'orienter tes entraînements sur le sprint, qui n'était pas du tout ma vocation à la base. Lui, oui. Lui, c'est un sprinter. Lui, c'est un sprinter, il allait chercher les records espagnols sur le 100 mètres, sur le 8 fois, voilà. C'était vraiment son dada. Et il m'a poussé là-dedans, et il a flairé la facilité. Et du coup, première compète dont je t'ai parlé, où je l'avais fait en 5 minutes à 46, 36, je sais plus. La deuxième, on avait retiré 20 secondes. Je l'avais fait en 5 minutes 26. C'était ma deuxième compète, hein. Et j'étais à 1 seconde du temps de qualification équipe de France relève pour ma deuxième compète, ce qui était hyper cool. Et là, c'est quoi le relais? La relève. Ah, la relève. La relève. Oui. Ouais. Oui, parce que des fois on parle espoir et élite. C'est ça. Il y a 2 niveaux de sélection. C'est ça. Et le relève, c'est jusqu'à un certain âge, t'as un peu un temps, un peu espoir, tu vois. Ouais. On te donne ta chance, te dire, ok, toi t'es en phase montante, on t'a à l'œil, on te donne une chance, on voit si tu continues à progresser ou pas. Donc les règles ont un petit peu changé d'ailleurs cette année, mais jusqu'à l'année dernière, les temps de relève c'était jusqu'à 35 ans pour l'apnée. Maintenant c'est 30 ans. Mais voilà, j'ai pu profiter de ça. Ça veut dire que quand on est au-delà de 30 ans, faut faire des temps élites. C'est ça. Okay. Sinon t'as pas de chance de te qualifier en équipe de France. Donc ça bouge un peu les choses quand même. Et comment du coup t'as pu aller au mondial? C'est après tu t'es qualifié au championnat de France? Comment ça s'est passé? Alors c'est deuxième compétition, il me manquait donc la fameuse seconde. Et là j'ai eu un coup de fil de Maxime Bergeron. Je sais pas si tu connais. Maxime Bergeron? Ouais. C'est un peu les yeux de la Fédé au niveau staff équipe de France. Très belle personne. Et il m'a appelé pour me dire bah voilà, c'est ta deuxième compète, t'es à 1 seconde du temps relève pour te qualifier en équipe de France. Est-ce que tu te sens capable de faire mieux et est-ce que tu as une autre échéance? Et donc là je dis bah il n'y avait pas le championnat de France parce que il y a 2 ans le Koweït c'était en même temps que le championnat de France. Ah, le championnat du monde donc masse était en même temps que le championnat de France fédéral. Exactement. Et donc il n'y a pas eu de championnat de France? Bah pour l'équipe de France non. Ok. Non, donc je me suis qualifiée en fait sur une deuxième manche de Coupe de France, celle de Brest. C'est quoi la Coupe de France? En fait, tu as un peu un championnat au niveau français. Donc tu vas avoir les compétitions départementales, tu vas avoir les compétitions régionales, et tu vas avoir des manches de Coupe de France. Ok. Et il y a le championnat de France. Et le championnat de France en plus. Ok. C'est ça. En fait, les manches de Coupe de France, tu dois au moins en faire une pour pouvoir te qualifier en championnat de France. D'accord. Après, comme le Koweït il y a 2 ans et comme cette année pour Athènes, le championnat du monde sera avant le championnat de France, encore une fois. Donc du coup, les qualifications en équipe de France, elles se font soit sur une manche de Coupe de France, soit si l'athlète il part faire une compétition CMAS dans un autre pays, en fonction de la performance qu'il aura faite, ça aussi ça pourra rentrer en compte. Et est-ce que si tu fais une compétition AIDA, ils prennent en compte aussi ce résultat? Non. Alors Gaël me fait signe non de la tête en mode AIDA et CMAS fédéral, ça ne se mélange pas. Non, il faut que vous soyez en format. Il faut que tu intègres le circuit CMAS, ouais. Ok. Ouais, donc le circuit fédéral de la FFESSN. D'accord. Ouais. Et donc tu as réussi assez rapidement, assez facilement à rejoindre un niveau mondial. En 3 compétitions. Je me suis qualifiée au championnat du monde du Koweït en 2023. Ouais, c'était assez fou. Et je crois que tu as un petit avantage naturel, c'est que tu ne subis pas la montée du CO2, tu ne subis pas de contraction. C'est bien ça? Alors, la montée du CO2, je dirais pas que je la subis pas, parce que c'est quand même dur sous l'eau. Mais par contre, j'ai pas de contraction quand je nage. Ouais, ça c'est un confort. Et en profondeur là, par exemple aujourd'hui je t'ai vu aller sur la bouée des 50 à Dahab. J'étais trop bien. Ouais. Pas de contraction? Non. Ah ouais? Non. Ah mais quel bonheur. Moi, je te dis, mon seul handicap c'est si je suis enrhumée comme hier, les sinus pris et ciao. Sinon c'est la vie sous l'eau, c'est trop bien. Et est-ce que ça t'a déjà porté préjudice de pas avoir ces contractions? Une fois. Du coup j'ai réappris à me connaître sous l'eau. J'ai démarré, c'était ma première année d'apnée au Cascade, du coup, mon club de Guérande. D'ailleurs, les gars, si vous m'écoutez, je pense encore à vous. Sur un entraînement d'apnée statique.
où il y a eu un soir, j'étais hyper bien, mais hyper bien, très relâchée. J'ai pas eu de contraction pendant 4 minutes, jusqu'à ce que je fasse mon blackout en fait. Tout simplement. J'ai explosé mon chrono, c'était vraiment mes premiers mois d'apnée. 4 minutes 15, 4 minutes 30, notre entraîneur il me dit Gaëlle, prépare ta sortie, je prépare ma sortie et je sors et je retombe dans l'eau. Mais zéro contraction, j'ai pas su établir en fait le signal de me dire sortir. Et aujourd'hui, est-ce que tu as tes signaux? Ouais, les fourmis. Fourmis dans les pieds, fourmis dans les doigts, la tête qui chauffe un peu. Ouais. Voilà, ça va plutôt être mes gros signes. On le rappelle pour les auditeurs, les symptômes d'un blackout, ça va être des tingling, donc des picotements dans le bout des doigts, le bout des pieds. Ouais. Ça peut être une vision tunnel, une sensation de chaleur dans la nuque. Et j'appelle ça, moi, l'effet Aquaman. C'est aussi une très grande sensation de facilité. Ça amène au blackout. Et j'en oublie un aussi, les picotements au bout des lèvres et des acouphènes. Les acouphènes aussi, Ouais. ouais, c'est vrai. Et donc, si vous sentez ça, Attention. Si vous êtes en profondeur et que vous êtes un chasseur et que vous êtes tout seul, ne réfléchissez pas, faites sauter votre ceinture Et remontez sans regarder la surface pour pas écraser le bulbe rachidien. Donc bref, de toute façon on plonge jamais seul, on plonge toujours accompagné, mais c'est important de connaître ces symptômes de blackout et donc toi c'est les picotements. C'est ça. Mais ouais, surtout à mes amis chasseurs, en fait, bien attention à vous. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à facilement partir seul en mer. Même si c'est pas des plongées engagées, il suffit d'un agachon un peu prolongé et l'accident est vite arrivé. Et on en voit tous les ans et c'est très malheureux, mais ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Dans les statistiques, ce sont les chasseurs sous-marins qui décèdent. Ça c'est clair et net. Souvent sur lesté, souvent seuls. Souvent ils sont inexpérimentés, donc ils font de l'hyperventilation. Je crois que la chasse d'ailleurs, c'est ce qui t'a amené à faire de l'apnée? Oui. J'ai commencé la chasse sous-marine en 2018, quand j'ai intégré le club Casca, tout simplement. C'était une nouvelle dimension pour moi, c'était surtout une dimension éthique. Je voulais m'entraîner pour être à l'aise sous l'eau et être capable d'aller pêcher de quoi manger, un peu Robinson. Ouais. Mais ouais, l'idée c'était d'être en mesure de pouvoir aller chercher à manger. D'aller chercher ton poisson. D'aller chercher mon poisson. Qui n'a pas été chose facile à apprendre parce que il y a la pratique et il y a la théorie. C'est vrai que prélever une vie, pour moi, ça reste quand même dur, mais il m'a fallu du temps avant de tirer le premier poisson. Et c'était quoi ton premier poisson? Genre une vieille? Non, c'était même pas une vieille, c'était un mulet. Un mulet? Mais il était beau en plus, j'étais fière. C'est pas bon le mulet, mais c'est pas grave. Si, c'est bon le mulet! Ah, le mulet noir, c'est plein d'épines, c'est plein d'arêtes. Mais... Le mulet paillettes d'or, c'est bon. J'aime bien, avec un bon gros beurre bien demi-sel. Ouais, c'est vrai. Et cette volonté d'aller chercher toi-même ton poisson, c'est parce que tu étais dans une logique de protection de l'environnement, de vouloir lutter contre la surpêche, ou est-ce que tu étais pesco-végétarienne? Non, moi c'était plutôt... j'ai commencé à avoir conscience à cette période-là de l'impact en fait de notre consommation de poissons, de boîtes de conserve, de thon, etc. avait sur les écosystèmes marins. Et j'ai voulu sortir de ce schéma, tout simplement. C'est je consomme pas, je veux pas consommer ce que je ne cautionne pas. Si je devais le résumer en une phrase, ce serait ça. Donc en gros, si le poisson de la boîte de thon petit, je dis rien, le petit navire, par exemple, ils vont racler des fonds et des réserves marines, pêcher des espèces de poissons qui n'ont rien à faire dans les filets. Enfin, je veux pas participer à ça, donc si je veux pas participer, je mange pas. Mais j'aime quand même manger le poisson, donc fin de l'équation, c'est quoi? D'aller chercher soi-même. Prendre son courage à deux mains et aller chercher soi-même, c'est ça. Et c'est vrai que ça nous amène souvent au rapport à la mort, parce que quand on tue, moi je m'en souviens aussi, je suis chasseur, enfin j'étais chasseur, quand on tue son premier poisson, c'est dur. C'est ça, quand on le mange, on a beaucoup plus de respect pour ce qu'on mange, et je pense que ça amène à une consommation beaucoup plus raisonnée. Totalement d'accord, c'est exactement ça.
Moi, la première, tu parlais d'anecdote tout à l'heure, c'est le premier poisson que j'ai vraiment tiré moi-même. C'était aux îles de Glénan. On était à l'extérieur de la réserve. Je tiens bien à signaler, nous étions à l'extérieur. Et ouais, c'est là où j'ai tiré le mulet. Et je suis sortie avec mon poisson au bout de la pique et je savais plus quoi faire. Je suis attends, mais je fais quoi, ya, je fais quoi de mon poisson? Et ouais, bah tu sors le couteau et t'as pas envie qu'il souffre et tu essayes d'abréger ses souffrances. Tu lui dis merci et puis merci de me nourrir. Mais c'est vrai que du coup le rapport avec le milieu, avec l'animal est complètement différent. Ça c'est clair. C'est clair. Je pense que si on devait tuer nos propres poulets ou si on devait tuer nos propres cochons, on en mangerait un petit peu moins. Ça c'est sûr. Et il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est si les abattoirs avaient des murs en verre, il y aurait beaucoup plus de végétariens. Moi je dis ça, je dis rien. Ouais. Mais pour mon cas, j'ai été végétarien 2 ans et après j'ai repris. Je crois que ça a été ton cas aussi. T'as été végétarienne 100%? Oui. En fait, moi j'ai fait une coloc avec des copines qui étaient végétariennes. Et du coup, ça a commencé par ça. Ça a beaucoup influencé mon alimentation. Et petit à petit, j'ai commencé à éliminer la viande et à plus ressentir le besoin de manger de la viande. Après, quand tu vas au repas de famille, tout ça, t'as toujours un petit peu de poisson, un petit peu de C'est compliqué en famille. C'est compliqué, mais après, ça va de sens aussi. Parce que tu vois, même mes parents, au début, qui mangeaient beaucoup de viande, beaucoup de charcuterie, bah maintenant, non. Ils ont complètement réduit, pareil. Enfin, ils ont plus cette envie de manger de la viande tous les jours, etc. Non. Donc ouais, moi, ça m'a beaucoup influencé. Après, moi, je suis partie vivre de mon côté. Et là, bah, j'ai repris, on va dire, une alimentation un peu plus normale. Je sais pas si on peut appeler ça normal, mais apéro saucisson, hein, tu vois le tableau. Et c'est vraiment cette année 2018 qui a été un petit peu charnière où non, là, j'ai commencé à prendre conscience, j'ai commencé à me renseigner. C'est là que j'ai commencé à être très sensibilisée par Seaspiracy, par Sea Shepherd. Enfin, j'ai commencé à regarder beaucoup de choses. Je suis partie en Nouvelle-Calédonie, j'ai beaucoup voyagé. Donc, t'as ce rapport au monde, aux animaux, enfin voilà, ma vision s'est vraiment élargie. Et là, je me suis dit, wow, attends, il se passe quoi là? C'est pas ça que je veux pas faire partie de ça. Après, c'est mon choix personnel, je l'impose à personne. Voilà, comme ça, j'essaie d'être le plus... Et est-ce que on dit souvent quand on est végétarien ou quand on est vegan, on souffre de carence? Est-ce que ça a été ton cas? Alors, avant de faire du sport à outrance, je te dirais que j'étais bien. Et là, j'ai commencé, il y a 2 ans, du coup, à m'entraîner beaucoup plus fort. C'était pas du tout... Moi, j'étais nageuse avant, nageuse loisir. J'ai fait, du coup, ce qu'on disait au début, beaucoup de voile. Physiquement, c'était pas le même engagement. Et là, j'ai commencé à m'entraîner beaucoup plus fort, beaucoup plus régulièrement. Et ouais, j'ai commencé à perdre beaucoup de poids aussi. À vraiment sécher fort. Et du coup, là, on s'est dit, bon, on va arrêter, on va mettre plus de protéines animales. Le muscle, c'est comme ça, hein, le muscle, il assimile mieux. C'est une protéine qui est une meilleure qualité, en tout cas pour nous, hein, c'est comme ça. La protéine animale, tu veux dire? La protéine animale par rapport à la végétale, hein, ça c'est clair. Il y a encore des débats là-dessus, mais... Il y a encore des débats, mais voilà. Moi, j'ai réussi à reprendre du poids, j'ai réussi à retrouver une forme musculaire que j'avais moins. Après, j'ai envie de te dire, hein, chaque individu est différent. Il y en a peut-être que des shakers de protéines végétales vont leur suffire. Moi, j'aurais bien aimé, mais non. Ouais. Non, Après, non, ça se voit, t'as un métabolisme qui doit beaucoup brûler, t'es très grand, t'es très fine, t'es très sec, et t'es tout en muscle là. Donc c'est sûr que tu dois consommer. Ouais, je consomme beaucoup et vite. Et c'est pas un avantage, enfin ça peut être un avantage ou pas, mais voilà, en tout cas au niveau énergétique, il faut pas que je fasse l'andouille avec ça. Ouais. Okay. Donc c'est vrai qu'au niveau nutritionnel, j'ai un suivi qui est quand même aujourd'hui assez fin, assez strict. Ouais, okay. Je fais très attention. Et c'est quoi ton petit secret nutrition? C'est d'avoir le bon apport énergétique avec tes produits aussi de eau de vie, c'est ça?
Alors moi, j'ai envie de te dire, tu parlais de mon physique qui carbure à l'essence 98, c'est open bar. Il faut que je mange. Ouais. Il faut que je mange. Je suis pas quelqu'un qui a un gros appétit, je suis quelqu'un qui dépense beaucoup. Et du coup, il faut que je mange pour avoir ce qu'il faut, parce que sinon, je pars vite en carence. Ok. Donc, beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes. L'avantage à la maison, c'est que j'ai un monsieur qui est intolérant au gluten. Donc du coup, au niveau des placards, bah voilà, il y a eu des choses qu'on a supprimées, lactose, gluten. Ça, c'est vrai que c'est pas Alors, mal. le gluten, c'est quoi exactement? Le gluten, c'est toutes les farines, en fait, que ton corps, il va pas assimiler correctement. Et ça peut avoir, surtout chez certaines personnes, des gènes au niveau intestinal, au niveau... C'est inflammatoire. C'est inflammatoire total. Ok. C'est ça. C'est à cause de l'industrialisation de notre alimentation, c'est ça? Bah, c'est des farines qui sont de moins bonne qualité par rapport à avant. Ok. Voilà. Si tu prends encore des farines anciennes, comme on dit, théoriquement, c'est des gluten que ton corps il assimile encore facilement. Après, je vais pas trop rentrer dans ce détail-là parce que c'est pas moi la pro à la maison. Mais dans l'industrie d'aujourd'hui, voilà, c'est vraiment des farines qui sont de très mauvaise qualité, des sucres qui sont de très mauvaise qualité. Enfin voilà, tout ça, c'est un cocktail molotov pour tes intestins à bannir. Voilà. Et puis des compléments alimentaires, voilà, que j'utilise quand même pas mal. Ok. Donc t'es coaché par ton amoureux. C'est Ivan comment, si on peut dire? Ivan Rodriguez. Ivan Rodriguez. Exposito. Exposito? Ouais. Ah, j'adore. Voilà. Ivan Rodriguez Exposito, qui est un champion de sprint en apnée espagnol. Ouais. C'est ça. Et il est quoi? Il est numéro 1, numéro 2, il est... En Espagne. Alors, à savoir que l'Espagne n'est pas encore... au niveau du sprint, il démarre tout juste. Mais voilà, lui, il est numéro 1 en Espagne aujourd'hui, sur le 8 fois et le 100 mètres encore, je crois. Ok. Oui. Et, mais au niveau mondial, il n'y a pas de représentant, en fait, des épreuves sprint aujourd'hui. Ok, c'est encore nouveau, alors. Ouais. Là, ça commence à bien se développer. Lui, ce qu'il aimerait aujourd'hui, c'est vraiment pousser, aider vraiment la fédération espagnole à mettre en place, à développer ce championnat sprint. Ok. Ça, ce serait vraiment chouette. Donc, il est spécialisé en sprint. Et si je te pose la question, parce que c'est ton coach. Oui. Et est-ce que tu as des grandes étapes de préparation? Par exemple, là, tu as les championnats du monde qui arrivent dans 5 mois. Comment vous vous êtes organisé pour performer? Eh ben, au niveau des périodifications, il y en a 3 grosses marquantes. La première, ça va surtout être en début de saison, donc de octobre à décembre, où là, il va y avoir énormément de nage avec palme, énormément de volume, énormément de travail technique, et beaucoup de salles de musculation. Donc là, de gros renforcements musculaires. Ok. Donc, dans une logique de prise de masse hypertrophique. Ouais. Avec des séries de 10 à 12 reps, par exemple. Il faut soulever du poids. Il faut soulever du poids. Moi, avant tout ça, à la salle de sport, j'étais nulle. Hein. J'en faisais pas. J'étais pas... Non. Mais je me suis rendu compte que c'était un outil essentiel, en fait. T'as pas le choix de passer par là. C'est le corps, c'est ton outil de travail, comme un cycliste avec son vélo, plus son corps. Moi, c'est tout, c'est une pièce. Donc, il faut que tout soit prêt. Il faut préparer son corps à encaisser l'étape numéro 2, qui va être du spécifique. Où là, tu vas commencer à... En tout cas, pour l'endurance, moins de nage avec palme, plus de spécifique. Donc, ça va être des grosses séries qui vont être très dures. On en reparlera tout à l'heure. C'est quoi des grosses séries? Ça va être... Eh ben, par exemple, tu vas faire entre 1,5 km et 2 km d'échauffement nage avec palme. Ok. 1,5 km, 2 km D'échauffement, d'échauffement. nage avec palme. Ça, Ah c'est ouais. pour un entraînement. Hein. Tu fais pas ça en compétition. Hein. Ok. Et après, ça peut être moins. Hein. On est encore à la maison. Hein, Ouais. si... On s'adapte en fonction de l'énergie du jour. Et ensuite, ça va être du spécifique. Donc là, ça va être des blocs. Donc déjà, l'échauffement, il fait un petit peu mal, hein, il fatigue. Et ensuite, il va falloir enchaîner des 50 mètres en apnée. En fonction des piscines qu'on a, parce que ça c'est pareil, on n'en a pas parlé, mais c'est des disponibilités de bassin pour s'entraîner. T'as pas tout le temps un bassin de 50 mètres. Donc des fois, il faut s'entraîner au bassin de 25 mètres. Ça, c'est beaucoup plus dur, parce que c'est pas le même travail.
Tes 50 mètres, tu dois les faire avec une culbute, qui pour moi me prend beaucoup d'énergie. Enchaîner des 50 mètres avec culbute, c'est dur. Mais voilà, ça va être des départs chronométrés durs, des petites séries assez explosives. Et par exemple, tu peux répéter combien de fois de 50? C'est des blocs de 8 x 50 des blocs de... Non, jamais. En fait, les 8 x 50, tu le fais qu'en compète, clairement. Sinon, ça va être des 4 fois, ça va être des 5 fois, rarement plus. Par contre, il faut que tu enchaînes plusieurs séries. Ok, donc par exemple, ça va être 3 fois 50 x 50 mètres, avec 3 minutes de récup entre chaque série? C'est ça. Ok. C'est ça. Et à chaque 50, t'as le droit de respirer combien de fois? T'as un temps de repos qui décroît? Ça dépend de l'exercice. Ça peut être des départs secondes précis. Par exemple, tu peux faire un bloc de départ 48. Donc toutes les 48 secondes, le coach il te dit de partir. Donc tu fais ton 50 mètres, tu reviens. Si tu arrives à 30 secondes, t'as 18 secondes de récup, c'est ça? Exactement. Ok. Exactement. Après, plus ou moins en fonction de ce que tu dois faire. Est-ce que tu dois enchaîner beaucoup de blocs? Donc là, tu vas avoir des temps de récup qui vont être un peu plus longs. Départ 48, 50. Ou alors des séries un peu plus courtes. Et là, il faut commencer à rentrer dans le dur. Et là, ça peut faire des départs 36, départs 40. Ok. C'est vraiment un sport de barbare, le sprint. Hein. Ouais, c'est très dur. Hein. C'est très très compliqué. Mentalement, physiquement, c'est assez engagé. Mais c'est intéressant. Hein. Ouais. J'ai fait ma première compétition d'apnée profondeur au championnat d'Égypte, là, dans la piscine qui est juste en face de la maison, là. Dynamique, alors. Dynamique, ouais. Dynamique. Et ça n'a absolument rien à voir avec la profondeur. En vrai, je disais toujours, ouais, les apnéistes de piscine, ouais, bon, ça m'impressionnait pas. Mais en fait, vous débloquez un mental, mais ça n'a rien à voir avec la profondeur. La profondeur, il y a un rapport peut-être plus un peu à la peur de la mort, à la peur de disparaître, à la peur de ne pas pouvoir respirer quand on veut. Là, au contraire, on peut sortir quand on veut et on doit se forcer à continuer. Et par exemple, je tournais à 100 mètres et je sentais, mais j'ai fait 106, 108 et je me disais, mais en fait, je peux aller beaucoup plus loin. Et enfin, je sais pas comment en parler, mais c'est pas du tout le même mental. Et c'est vrai que c'est de la souffrance pure et dure. Ouais, souffrance pure et dure. Pas complètement. Il y a quand même des. Bah, tu dis ça parce que t'as pas de contraction. ouais, c'est ça. C'est ça. Ah ouais. Si on reprend la dîne pure, t'as quand même des phases qui sont marquantes. Après, je généralise pas non plus, mais tu vas vraiment avoir une phase de confort. Bah, au début, ouais, les premiers 100 mètres, on va dire, pour les athlètes. Les premiers 75, ouais, je dirais plutôt autour des 75, parce qu'en général, quand les gens ils commencent à tourner à 50, 75, ils commencent à avoir les premières envies de respirer. Mais voilà, au moins jusqu'à 75 mètres, t'es dans une phase de confort. Où là, il se passe rien, tu profites, c'est un bonheur. Après, tu commences à avoir les premières envies de respirer. Où là, tu dis, bon, allez, ça va, je continue, j'ai envie de respirer, mais je peux continuer. Et après, tu vas avoir une phase de lutte, où là, tu vas avoir l'acide lactique qui va commencer à monter dans les jambes, tu vas avoir mal aux jambes, l'envie de respirer beaucoup plus forte. Et voilà, ça pour moi, c'est les trois premières zones. Où si tu arrives vraiment à identifier ces paliers-là, c'est cool aussi, parce que tu arrives à observer et à ressentir ce que tu fais sous l'eau. Et d'ailleurs, en parlant d'apnée dynamique pure, toi, t'as un record à combien en monopalme, en bipalme et en DNF? Bipalme, étonnamment, en mer, je fais que de la bipalme, mais en piscine, j'ai fait que de la mono. Mon record perso, il est à 184 mètres. 184. Que j'ai fait au Koweït. Okay. Avec une sortie, une samba maîtrisée. C'était incroyable celle-là. Ouais. Et l'année dernière, en fait, j'ai pas fait du tout d'hypoxie. Je me suis pas du tout entraînée à ça. J'ai tout focus sur le sprint. Donc là, j'ai repris un petit peu cette année, mais je repars. En fait, chaque compétition, c'était mon entraînement d'hypoxie. Je voulais pas perdre mon 150 virages. Donc une compète, une dynamique, un 150. Et à chaque fois, je sors à 150. Okay. Comme ça, je suis sûre que mentalement, je suis encore capable de tourner à 150. Et quand je vais faire la transition sprint, hypoxie, DIN, là, je vais essayer d'aller chercher le 200 mètres. Ok. Donc, objectif en DIN, aller chercher le 200. Ouais, j'aimerais bien. Ok. Si on revient un peu sur les 3 grandes étapes de préparation, donc on parlait, la première étape, c'est du volume où tu peux nager, par exemple, 1,5 km, 2 km pour t'échauffer, et puis beaucoup de technique, ensuite beaucoup de musculation avec
prise de masse musculaire avec des exercices d'hypertrophie. La deuxième étape avec du spécifique, où tu fais comme des échauffements assez engagés, qui peut aller jusqu'à 2 km de nage, et après des blocs, par exemple comme 4 fois, 5 fois 50 mètres, avec un temps qui peut être plus ou moins court. C'est ça. De la musculation d'entretien, pour ne pas perdre ta masse musculaire gagnée sur la première étape. C'est ça. Et la troisième étape, après, je crois que tu fais plus du tout de musculation, mais tu te spécifiques, enfin, tu fais que des séries d'endurance. Ouais, il y a quasiment plus de musculation, un tout petit peu, tu vois, mais très très peu, très 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 peu. Et c'est vraiment de l'affinage. Donc là, ouais, les échauffements sont plus courts. Typiquement, sur la dernière période, mon échauffement, il va être semblable à ce que je vais faire en compétition. Un échauffement de compète. C'est quoi un échauffement de compète alors ? En termes de distance, hein, je dirais pas les exercices exactement, mais en gros, je nage 500 mètres, quoi. Tu nages 500 mètres, mais pas sans palme. Non, toujours avec les petites bipalmes, pas la petite mono, mais petite bipalme, grande palme, des accélérations, de la prise des petites apnées, des 8x25, faut pas se cramer non plus. L'idée, c'est de s'échauffer, pas se cramer. Voilà, si je dois le résumer en une phrase. Okay. Donc toi, tu fais toujours des échauffements pour l'apnée endurance. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire par exemple des 8x50 avec des no warm-up, comme on peut voir en dynamique ? Non, tu peux pas. Enfin, il y en a qui peuvent le faire, hein, mais moi, personnellement, je le conseille pas. T'as besoin d'échauffer tes muscles. T'as besoin d'un échauffement musculaire pour cette discipline. Parce que tu cherches la vitesse. Tu cherches à avoir un rythme, tu cherches à avoir une puissance. Si tu démarres à froid, t'as risque de blessure, t'as risque de pas être prêt, t'as risque de pas être confortable dans ton apnée. Moi, je prendrais pas le risque de le faire, en tout cas. Voilà, c'est pour moi l'échauffement. On demande pas de faire un truc énorme, hein, mais voilà, d'être au moins prêt à exploser au top départ. Ok. Et d'ailleurs, je crois que le départ, il se fait sur le plongeoir, c'est ça ? Ouais. Ça a changé l'année dernière, ça, en cours de saison, où l'ACMAS, ils ont voté pour un départ du plot. Départ plongeon, ça a été un peu épique. D'ailleurs, j'aurais une anecdote à te raconter là-dessus. Ah bah vas-y, on est là, on est avec toi. Mais ouais, on a cru jusqu'au bout que ils le feraient pas. Donc avant, le départ était dans l'eau, ce qui était plus confortable. Tu pousses le mur, t'es déjà la tête dans l'eau. Et on y va, quoi. Là, maintenant, il faut gérer la prise d'air, perché à 1 mètre de haut, gérer l'impact quand t'es dans l'eau, être sûr que tes lunettes, elles se remplissent pas d'eau, que ton nose clip, il parte pas. Enfin voilà, c'est du stress avant de partir. Donc ça a été une grosse part d'entraînement pour être sûr de pas se faire avoir. Donc, mission accomplie. Et ouais, pour la petite anecdote à Belgrade, chez les Masters, il y a un Allemand, départ plongeon, il faut savoir que quasiment... Bon, il y a beaucoup de Masters, je pourrais pas dire de chiffres, mais beaucoup donc, de master, gens... c'est au-delà de 50 ans, c'est ça ? C'est ça, ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés en sachant pas qu'il fallait faire un départ plongé. Mais non. Ils savaient que c'était dans les papiers, mais on leur a pas dit que c'était départ plongé. Donc ils sont arrivés au championnat du monde, ils pensaient se mettre dans l'eau tranquillement et ils arrivent sur le plot. Ils ont appris à plonger à l'échauffement. Oh, ouais. Angoisse. Ça m'a fait mal, tu vois. Enfin, on est à un championnat du monde. Je trouve ça pas sympa pour les athlètes. Ce genre de décision, tu peux pas... Mais ils l'ont donné quand cette décision ? Alors, la décision officielle que moi j'ai eue au niveau de la Fédé, c'était courant avril. Ça veut dire quoi, 2-3 mois avant ? Ouais, 2 mois et demi avant le championnat du monde. Pas plus. Et cet Allemand, il s'en est sorti comment alors ? Eh ben, il a perdu sa monopalme au départ. Mais non. J'en ai fait un gif, je te jure. Il a déchaussé au plongeon. Et quand il est arrivé dans l'eau, eh ben, il était pieds nus. Oh, le pauvre. Ouais. Donc là, quand on a regardé ça, on s'est dit, c'est pas possible, quoi. Ben ouais. Ouais. Tu vois, ce genre de petits détails, il aurait été prêt, il aurait pu. Mais pourquoi il a déchaussé ? Ses pieds sont sortis, tout ça ? Bah, la mono, est-ce qu'elle était trop grande ? Bah ouais, est-ce que... Bah, c'est sûr qu'elle était trop grande. Ouais. Incroyable. Incroyable. Ok. Ce genre de petits trucs, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Bah si, c'est possible. Un championnat du monde. Un championnat du monde. On n'est pas des nappeurs. Alors ouais, des nappeurs, tout à l'heure tu m'as dit, ah Julien, t'es un nappeur toi. Ça veut dire quoi un nappeur ? C'est les nageurs nagent avec palme. Voilà.
Je pense que eux, ils ont vraiment les prédispositions à faire des grandes choses en sprint apnée. Oui et non, parce qu'il faut quand même avoir le mental et la caisse pour aller chercher des chronos poussés sur au moins sur le 4x et le 8x50. Ouais. Et ouais, tu me disais que j'étais un nappeur parce que quand j'avais 16 ans, je faisais les championnats de France, enfin la Coupe de France, et j'avais fait le 50 mètres sprint. Ouais. Et tu m'as dit en fait c'est pas de l'apnée, c'est t'es un nappeur, t'es dans la catégorie des nageurs avec palme. Ouais. En fait, le 50 mètres sprint apnée, monopalme, hein, il est dans le circuit nage avec palme. Ok. Tu le verras pas en compétition apnée. Ok. Nous, c'est à partir du 100 mètres qui peut être coupé en 2x50 ou le 4x ou le 8x50. Mais je savais même pas ça en fait. Et c'est pour ça que ma coach m'avait jamais proposé de faire plus. Alors parce qu'elle entraînait des nageurs à la palme. Ouais, possible. Et oui, je savais pas. Possible. Merci, je viens de comprendre ça. En sachant que le 4x50 et le 8x50, ils sont tout neufs il y a 2 saisons, tu vois. Donc avant, c'était le 100 mètres et le 16x50. Ah, il y avait que le 100 mètres et le 16x50. Ouais. Putain, le 16x50. Hyper long, hein. Wow. Une demi-heure, non? Il faut combien de temps? 15 minutes, 18 minutes? Moins. Attends, si je dis pas de conneries, les meilleurs Français, ils tournaient en 10 minutes. Hein. Ah ouais. Ce qui est énorme pour un 1650. C'est incroyable. C'est une question que je pose souvent aux athlètes femmes. Quelle est l'influence de ton cycle menstruel dans ton entraînement et sur tes performances si ça tombe un jour de compétition? Alors moi, j'ai eu la chance de ne pas être trop embêtée avec ça. C'est une donnée qu'on prend en compte maintenant par rapport à la phase pré et post-ovulation. Théoriquement, dans la deuxième partie, au niveau hormonal, tu es censé être un peu plus performant. Donc dans la phase hormonale, vous êtes censé être plus puissante. Ouais. Okay. Puissante, je sais pas, mais en tout cas, tu es censé être plus prédispositionné, prédisposé, c'est mieux, à performer. Voilà. Maintenant, moi, j'ai pas encore noté de grandes différences. C'est quelque chose qu'on est encore en train d'essayer d'analyser avec mon coach. Voilà, c'est quelque chose qu'on étudie. Après, moi, le seul moment où je vais vraiment être handicapée, c'est sur les premiers jours de cycle, où là, je vais être 48 heures out. Clairement, donc c'est surtout ces 2 dates-là que je suis obligée de faire super attention. Ouais. Et t'es déjà arrivé en compétition, à un championnat du monde, et bim, ça tombe ces deux jours-là? Ça a été panique au championnat du monde de cette année, Belgrade, parce que justement, le cycle a été plus long que prévu. Et j'arrive à 10 jours des mondiaux, rien. 1 semaine des mondiaux, rien. On prend l'avion pour partir à Belgrade, rien. Et là, je me suis dit, fuck man, je suis morte. Ah ouais. Je suis morte. Et au final, elles sont arrivées 3 jours avant ma première épreuve. Donc, j'ai survécu aux entraînements en piscine et j'ai réussi à performer derrière. Et c'est là que je me dis que bon, c'est pas... Et tu performes et tu fais vice-championne du monde. Double vice-championne du monde, 3 records de France. Ouais. Donc, ayant tes règles. Ouais. Voilà. Ouais. Donc bon, ça va. Je me mets pas la panique avec cette histoire en tout cas. Je pense que oui, il y a des moments qui te permettent de peut-être mieux performer, mais en tout cas, je me prends pas la tête avec ça, non. Alors, Gaëlle, pour revenir sur la question de la gestion des cycles menstruels sur la performance, est-ce qu'il y a des phases de tes règles où tu sens que tu es plus performante et d'autres où tu l'es moins? Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, personnellement, je suis encore en train d'essayer de comprendre comment mon corps fonctionne. Après, sur la partie théorique, je sais que théoriquement, la phase lutéale, donc ça c'est la phase qui est après l'ovulation, ton taux d'œstrogène est plus élevé. Théoriquement, c'est cette phase-là qui est plus à même d'augmenter en tout cas tes capacités de performer. Ok. Voilà, sur le papier. Et la phase lutéale, c'est à quoi? C'est 2 semaines à peu près? Alors ça dépend des femmes, ça dépend de chaque individu, ce que tu prends comme contraception ou pas. Ça c'est vraiment très très propre à chacun, mais ouais, en moyenne 2 semaines je pense.
Après, je suis pas médecin, mais je dirais facilement plus ou moins 2 semaines. Donc la phase favorable, c'est vraiment la phase lutéale quand vous êtes blindé d'hormones. Quand on a des stéroïdes. Blindé d'oestrogène. C'est ça. Et la phase où on est censé être la moins performante, c'est la phase où les oestrogènes sont bas. Donc c'est après les règles, pendant et après les règles. Pendant et après les règles. C'est ça. Parce qu'il y a une chute d'hormones, d'oestrogènes. Une totale. Ok. C'est ça. Les oestrogènes sont bas, la progestérone est basse, et là, t'es un peu plus raplapla, quoi. Ok. Oestrogène et progestérone. Donc il y a énormément d'hormones dans la gestion du cycle menstruel qu'il faut prendre en compte aussi pour performer. Mais toi, ça t'a pas empêché de performer à Belgrade? C'est ça. Non, ça m'a pas du tout empêché de performer, ce que je te dis. Enfin, c'est quelque chose que moi, je suis en train d'explorer pour mon corps à moi. Donc. Mais est-ce que ça veut dire que les femmes qui sont enceintes, qui ont énormément d'oestrogènes, peuvent performer mieux que quand elles sont pas enceintes? Alors, ou quand elles sont pas en phase lutéale? Je sais qu'il y a des reportages, il y a des articles scientifiques sur ce phénomène-là, où les femmes qui sont enceintes, surtout dans les premiers mois, parce que faire un marathon enceinte de 8 mois, ça doit pas être très simple, mais en tout cas sur les premiers mois où tu peux avoir une grosse augmentation de performance, parce que ton taux d'œstrogène, il explose. Donc oui, ça peut être un gros avantage. Ok. Bon, en tout cas, moi j'espère que pour ton championnat du monde à Athènes, tu seras en pleine phase lutéale. Ah bah, on va croiser les doigts. Ce serait bien, mais bon, là je contrôle pas. On va toucher du bois. Non. Mais t'as l'air d'avoir une capacité à switch off, à couper. Parce que c'est quelque chose que tu arrives vraiment à faire, à couper face à la douleur, couper face à l'envie de respirer que tu n'as pas, couper face aux jambes lourdes à cause de l'acide lactique, même t'as tes règles, ça t'empêche pas de faire 2 médailles d'argent. Est-ce que tu as une capacité mentale à te concentrer et à couper la douleur? Ma tête. C'est mon secret, c'est ma tête. Je pourrais pas... Enfin, comment le... En gros, simplement, quand je me prépare à avoir la tête sous l'eau, je décroche. J'ai un bouton off, j'appuie dessus, et là, il n'y a plus que ce qui va se passer qui compte. Il n'y a plus rien autour, donc c'est vraiment mental. Hein. Ouais. Mais est-ce que c'est parce que tu as envie de gagner et que tu es compétitrice dans l'âme, et là tu dis fuck, je coupe, ou parce que tu es juste trop bien dans l'eau? C'est juste que je suis trop bien dans l'eau. Après, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai pas du tout une âme de compétitrice à la base. J'ai toujours fait du sport depuis que je suis gamine, depuis que j'ai 5 ans. Enfin, ma mère, elle nous a toujours boosté à faire plein de sports. J'ai jamais cherché et aimé m'entraîner et performer. Donc, tu vois, je me découvre vraiment avec l'apnée. Ouais. Et surtout depuis que je me suis lancée dans la piscine. Parce que même avant, l'apnée, pour moi, c'était pas ce que je fais là. L'apnée, c'était la mer, c'était piquer le poisson et basta. Et là, maintenant, c'est... Ouais, je me découvre. Je me découvre dans tout ça. Compétitrice dans l'âme, inconsciemment, peut-être que oui, je ne sais pas. Compétitrice avec moi-même, là oui. Je cherche pas à mesurer à quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être ça aussi qui m'aide à pas me mettre la pression. Je cherche à performer avec moi-même, à repousser mes propres limites. En fait, je travaille avec moi, avec moi-même, et c'est peut-être ça qui m'aide à être bien dans ce que je fais en apnée. Je cherche pas à être plus forte que Chiara, je cherche pas à demain je veux faire le record de France en dynamique. Non, je cherche à petit, moi, m'améliorer. Donc je grille pas les étapes, mais je vais avec moi, ouais. Est-ce que c'est ça le secret, peut-être? Ok. Tu te fous pas la pression, tu joues contre toi-même et avec toi-même. C'est ça. Donc t'es quand même en équipe de France, t'as ton chéri qui te coach, mais ça veut dire quoi être dans l'équipe de France? Est-ce que vous avez des stages organisés ensemble? Est-ce que ça veut dire que vous avez une partie de vos frais qui sont pris en charge? Parce que t'es athlète de haut niveau là, sur le papier. Du coup, ouais, moi je suis athlète de haut niveau, donc là c'est quelque chose qui a été mis en place il y a quelques années pour l'apnée et pour la nage avec palme aussi, hein, tout ce qui touche la FFE-SSM, ce qui est vraiment chouette. C'est une très belle expérience. L'expérience équipe de France, c'est vraiment quelque chose de top, ça je tiens à le signaler. Enfin, j'aurais jamais pensé vivre ça de ma vie. Et au final, y avoir goûté, c'est... Addictif.
je dirais pas addictif, mais c'est presque un privilège en fait. C'est vraiment une expérience. Tu la vis pas, t'y penses pas. Quand t'es dedans, tu dis fuck, j'ai quand même fait ça, je vis ça, et ça c'est cool, c'est vraiment chouette. On a des stages, on a au moins un regroupement Team France par année. C'est une semaine de formation, après un peu spécifique en fonction des domaines de chacun, mais tout le monde est regroupé. C'est vraiment pour créer la cohésion. Ok. Ça c'est pris en charge par la Fédé. On a des aides au niveau du coup transport, etc. Donc ça c'est chouette. Avec ce statut sportif de haut niveau, alors tu peux avoir plusieurs avantages. Moi par exemple, je l'ai pas. Je suis travailleur indépendant, donc j'ai pas creusé la question, je t'avouerai. Mais je sais que j'ai un collègue, lui, il a pu réduire ses heures et avoir des aides de l'État pour compenser les heures qu'il a en moins de travail. Ça, c'est quelque chose que tu as avec ce statut de sportif de haut niveau. Malheureusement que si tu es athlète AIDA, tu n'es pas dans ce système-là, en fait, et donc du coup, tu peux pas en bénéficier. Après, en fonction de tes revenus aussi, tu as des petites aides. C'est pas grand-chose, hein, mais bon, voilà. On crache pas dessus, ça fait toujours un petit peu de bien, ça paye au moins les frais de transport, les inscriptions aux compétitions. Donc voilà, il y a des petits avantages, des petits trucs qui sont sympas. Voilà. Gaël, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, à laquelle tu aurais aimé répondre? Si je devais te poser une question de ton choix, ce serait laquelle? Bah je sais pas. Ah mais si, j'en ai une, tiens. Est-ce que tu as déjà fait une magnifique rencontre sous-marine? Ouais. À Dahab, il y a 4 ans, où j'ai plongé avec une raie manta. Où là, ça a été incroyable. Ça a été une danse pendant 30 minutes. On était tout un petit groupe de Frenchies, comme on s'appelle ici, la team Frenchie. Et on plongeait à Ras Abou-Galoum, là, un spot un petit peu plus haut de Dahab. Et là, il y a une raie qui est arrivée au milieu de notre bouée entre nous. Puis elle a commencé à nous faire un balai aérien aquatique. Elle était proche, elle avait pas peur, elle partait, elle revenait, elle était curieuse. Ça a été magique. Les rares fois où tu peux pleurer dans ton masque. Généralement, quand c'est beau, tu pleures dans ton masque. Et il y a eu ça, et puis il y a eu un sardine run aux îles des Glénans. Celle-là, je t'en ai pas parlé tout à l'heure, mais justement la fois où j'étais en pêche, là, où tu fais un agachon sous l'eau, et là, ça devient tout noir. Et tu te dis, attends, il se passe quoi là? Et là, tu te retournes et ouaf, t'as un tsunami de poissons qui te passe au-dessus de la tête, qui te coupe la lumière. Tu te dis, ne crie pas, garde tes bulles. Mais ça, c'est magique, c'est magique. Non, un banc de sardines. Ouais, non, ça c'est trop. J'ai jamais vécu ça encore. C'est des choses que j'aimerais, mais j'arrive pas à me dire qu'il faut toujours avoir la GoPro, une caméra avec soi. C'est pas quelque chose d'instinctif pour moi. J'ai mes yeux pour imprimer et pleurer. mais voilà, il y a des images comme ça qui sont assez incroyables. Ouais. La raie manta de Abou-Galoum. La raie manta d'Abou-Galoum. Qui est au nord du Blue Hole. Ouais. Et les îles du Glénan, qui sont donc en Bretagne Sud. C'est ça. Où l'eau est translucide, l'archipel est magnifique, mais qu'est-ce que l'eau est froide. Ouais, elle est froide, mais c'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est plus chaud que le lac Léman, ou pas? Alors, est-ce qu'il y a une question? Quelles sont tes ambitions? Est-ce que tu te vois continuer? Je sais pas moi. Est-ce que tu te donnes une date de fin de carrière ou tu te dis I go with the flow? Ouais, I go with the flow. Alors, pour ce qui est de l'endurance, cette année, je refais une grosse année. Voilà, c'était prévu comme ça. Je pousse l'expérience jusqu'au bout. Moi, à la base, cette idée vraiment de performer dans le sprint, c'est surtout un apprentissage. Apprentissage au niveau de gestion physique, l'acide lactique, le CO2, l'envie de respirer, la technique aussi sous l'eau. Mais c'est ça qui est chouette avec la vitesse, tes appuis, ils sont trop bien. Ça glisse tout seul, j'adore. Mais voilà, il y a eu un apprentissage monstrueux en technique. Ou d'ailleurs, petite parenthèse, je tiens à remercier le Pôle France de Rennes, qui m'a accueilli plusieurs fois chez eux pour des entraînements spécifiques nage avec panne, technique,
qui m'ont beaucoup aidé dans mon apprentissage. Et T'aurais un autre conseil à nous donner pour améliorer notre nage en monopale? Un conseil simple que tout le monde peut appliquer, ou que je peux appliquer aussi en profondeur? faire un petit peu de nappe. Ouais, pas hésiter à se dire je fais pas un entraînement d'apnée aujourd'hui, je fais un entraînement de technique nappe, surface, tuba frontal, et après il y a tellement d'exercices, et c'est pour ça en fait que j'ai fait tout ça. Moi je voulais apprendre ces techniques, je suis aussi instructeur d'apnée, je veux avoir les bons tips à transmettre à mes élèves, et les gens qui sont curieux aussi de venir apprendre avec moi. Comme moi j'ai pu être curieuse d'apprendre, de perfectionner, Voilà, il y a beaucoup de choses à dire au niveau technique, et je pourrais pas le résumer en 10 secondes, c'est impossible, c'est impossible. Mais voilà, je sais plus ce que je disais. Ben ouais, moi non plus. J'ai perdu le fil. Mais oui, donc tu disais que tu donnais des cours d'aquagym, mais tu es aussi, et on l'a pas dit encore, instructrice d'apnée, et tu travailles avec Ivan, donc ton chéri, qui a une école d'apnée À Genève, qui s'appelle Freedive Experience. Freedive Experience. Voilà. Et donc si on veut venir plonger avec toi, Freedive Experience à Genève. C'est ça, voilà. On prend le bateau, on se met au milieu du lac et on va voir les silures. Nous, on n'a pas des beaux poissons. Et est-ce que tu as un jour envie d'aller vers des compétitions d'apnée profondeur? C'est pas quelque chose auquel j'ai pensé. Je me suis toujours dit que la profondeur, c'était mon plaisir. Après, voilà, j'ai envie que ça reste comme ça. Pour l'instant. Pour l'instant. Ok. On verra. Tu vois, enfin pour moi, la profondeur, c'est pas que c'est pas, enfin que c'est ingrat, mais je suis tellement, enfin, il suffit d'un rien pour te couper. Tu vois, là par exemple, on est en vacances 3 semaines. On fait quasiment jamais d'entraînement de profondeur. Je parle au-delà de 50 mètres, dans le sens où on se maintient à 40-45. On va pas plus loin. À Genève. À Genève. Donc c'est incroyable quand même, parce que l'eau est très froide. Bon, il y a de la thermocline, quoi. Elle est à 7 degrés au fond. Oui, non, mais c'est rien du tout. 7 degrés, mais c'est d'une violence. Mais tu vois, là, on arrive ici en vacances, on veut profiter, on veut se mettre la caisse, et là, en fait, ton corps, il te rappelle à l'ordre, boum, t'as un virus qui arrive, t'es enrhumé, et tu peux rien faire. Là, nous, ça va faire 1 semaine qu'on est là, et moi, j'ai pu plonger qu'aujourd'hui, par exemple, tu vois. Ouais. Donc, tu dis, bon, faut prendre comme ça vient. Entraînement pour faire de la compète en profondeur, il y aura la dynamique avant. Ah ouais. Donc, si t'arrêtes un peu le sprint, tu passerais sur du DIN en monopalme. La transition est déjà commencée. Ah ouais? Ouais. Ah, ça y est. Ouais. Là, j'ai repris un entraînement d'hypoxie par semaine. Okay. Histoire de me relancer tranquillement dans le mood. Puis j'aime ça. Et ton entraînement d'hypoxie, c'est un entraînement à sec, c'est un entraînement dans l'eau? Dans l'eau. Ok. Ouais. Et donc tu es toujours en binôme avec Ivan? Non, alors là, du coup, ce qui est chouette aussi, c'est... Moi, je suis dans un club à Genève, où là, on a un bassin olympique 3 fois par semaine. Et il y a des créneaux qui sont réservés pour les compétiteurs. Alors après, chacun arrive avec son programme, donc il faut un petit peu s'ajuster. Mais la plupart du temps, tu as quand même l'espace, on va dire, le confort pour faire ce que tu as à faire. Mais voilà, c'est quand même 3 heures par semaine où tu sais que tu peux faire ça. Et comment il s'appelle ton club à Genève? L'Apnea Club Genève. Okay. Voilà. Et moi, en plus de ça, la ville où j'habite, à Ferney-Voltaire, la piscine municipale me laisse 2 fois 2 heures par semaine en bassin de 25. Ce qui est du pain béni, quoi. Parce que le plus dur, c'est vraiment trouver des créneaux en piscine. Parce que le problème, c'est quand tu veux devenir un athlète de haut niveau et quand tu veux surtout être performé, il te faut des entraînements de qualité. Quand tu es dans un club où il y a beaucoup de monde, tu vas avoir 15 personnes dans une ligne d'eau, c'est compliqué de pouvoir avancer, de faire ton programme comme tu veux. Donc là, il faut que tu commences à chercher des créneaux pour toi. Les choses que j'ai trouvées à Genève, on a vraiment de bonnes conditions. Il y aura toujours mieux, il y aura toujours pire, mais aujourd'hui, on a vraiment des bonnes conditions d'entraînement. Mais par exemple, sur ces 2 fois 2 heures dans la piscine municipale de ta ville, tu fais ton entraînement et Ivan, il fait ta safety et il coach. Et on inverse. Et vice versa. Ouais. Ça veut dire que, fait quoi, 1 semaine c'est toi, 1 semaine c'est lui? Ah non, on fait 1 heure, 1 heure et demie l'un, 1 heure et demie l'autre. D'accord.
On fait plutôt dans ce sens-là. Et c'est là où l'avantage d'être coaché par son amoureux, ça a aussi du sens financièrement, parce que sinon ça coûte très cher d'avoir son coach, un coach pour soi tout seul, quoi. Bah ouais. Ouais. C'est vraiment un budget, donc bon, il m'envoie sa facture quand même. Hein. C'est vrai ? Je te fais un clin d'œil là. Ok. Il te facture. Mais il faut qu'il mange aussi, donc c'est vrai que... c'est marrant cette relation. Donc vous êtes en couple, mais en même temps, c'est que ton coach et il te facture. Non, il me facture pas, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai en pleine conscience. C'est du temps. C'est du temps, bah oui, c'est énorme. C'est du temps. Après, quelque chose que j'aime beaucoup chez lui, c'est que tout ce qu'il fait pour lui au côté athlète, c'est dans l'objectif d'apprendre. D'apprendre les techniques, d'apprendre la planification. Enfin voilà, lui ce qu'il veut, c'est avoir toutes les billes, toutes les clés, ressentir aussi ce que fait un athlète pour pouvoir retransmettre derrière. Tu vois, donc lui, il va pas aller chercher une médaille d'or olympique. Tu vois, ce qu'il veut, c'est comprendre, être capable de performer et retransmettre derrière. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment... C'est un amoureux de la discipline et un amoureux de la pédagogie, quoi. Total. Et il est fort pour ça, donc ça c'est chouette. Et un amoureux de Gaël Brousse. Et mon amour. J'ai de la chance. Donc les prochains championnats du monde sont en mai 2025. À Athènes. À Athènes. Ça Trop classe. Ouais. Et tu vas faire le 2x50, le 4x50, le 8x50. Ouais. Et est-ce que tu vas t'aligner aussi en DIN ? Non. Non. Ok. Donc que sprint. Ouais. Et ton ambition, c'est de refaire podium ? On verra. Je me mets pas la pression. Ouais. Ok. Je vais faire ce que je peux. Avec un peu de chance, je vais continuer de performer. Si je me débrouille bien, je vais continuer d'améliorer mes chronos. Moi, il y a un truc que j'aime bien, le seul qui... Ma petite carotte, et là, s'il m'écoute, il me coûtera pas, mais petit clin d'œil quand même, c'est Laurent Brodenbach. Ouais. Tu vois qui c'est ? Oui, il est connu C'est Lolo. dans le milieu. J'adore. Et c'est ma carotte dans le sens où quand il performe, je suis pas loin derrière lui. Tu vois. Ouais. Et quand on déconne et qu'on parle et qu'on rigole bien, je dis mais prochain coup je vais t'avoir. Ouais, donc ça c'est un peu c'est ma carotte. Pour l'instant, les hommes en apnée statique, en apnée dynamique, en apnée profondeur, on a des performances toujours supérieures aux femmes. Est-ce que tu penses qu'en apnée sprint, tu pourrais être la première à mettre une petite raclée aux hommes, ou l'italienne par exemple dont tu nous as parlé tout à l'heure ? Non, il y a encore une marche qui se note. Il y a encore une marche. Une marche physiologique, quoi. Ouais. Au niveau explosivité, vous gardez l'avantage quand même. Là, si tu prends le top 3 mondial sprint, on est encore loin devant les premières Russes et premières Italiennes. De quoi, 15-20% derrière ? Je pourrais pas te dire en pourcentage comme ça, mais j'ai pas pensé à prendre les chiffres. Donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais t'as quand même envie de battre... Bah, j'ai envie de m'améliorer, quoi. Sur le plan purement technique, Gaël, j'avais une question. Les apnées piscines, souvent on les voit au bord du bassin et ça parle lestage, ça parle plomb de cou. Est-ce qu'en apnée sprint, il y a une différence avec l'apnée dynamique ? Comment t'es lesté ? Quelles sont les règles pour avoir un bon lestage ? Alors déjà par rapport à l'apnée dynamique, la grande différence qu'on va avoir, c'est au niveau combinaison. En fait, la seule combi qu'on va avoir, c'est une combi de nage, polyuréthane ou non. Donc c'est très fin, c'est très près du corps, donc il n'y a quasiment pas besoin de lestage. Pour le 8x50, tu peux ou non mettre du poids. Moi je sais que j'aime bien avoir 800 grammes autour du cou, un petit kilo. Ça me permet de mieux m'équilibrer entre deux os. Je me fatigue un petit peu moins. Alors après, quand il y a eu cette histoire de départ plongé, c'est vrai que le fait d'avoir un collier et de plonger avec et tout ça, il y a pas mal de gens qui l'ont enlevé. Et qui sont passés sur ceinture ? Non, il n'y a rien du tout. Ah, rien du tout. Ah oui, rien du tout. Moi, le 4 fois et le 100 mètres, je mets plus rien. Ok. Voilà. Autre facteur qu'on va avoir, c'est que plus tu veux aller vite, plus ta dureté de monopalme va être forte. Dans le sens où, par exemple, pour le 100 mètres sprint, moi je vais avoir pour la palme 7 que j'ai, donc la graduation elle va de 0,5 je crois la plus fine maintenant pour eux, 0,5 à 7.
Ah, de voire 0,5 9 à 9 à 9 de dureté. de dureté. Ouais. Donc 9, c'est de l'acier, quoi. 9, tu commences à bouger une porte. Ah ouais. Ouais, en sachant qu'en nage avec palme, ils vont avoir que des palmes dures comme ça. Hein. Ok. Tu vois, par exemple, au Pôle France, quand je suis arrivée avec mes premières palmes, le coach, il a doucement ri. Il me dit, mais c'est quoi cette merde là? Ah ouais. Et la dernière que j'ai eue, donc une 5, qui est quand même déjà plus dure, on est le double de dureté, là, il a commencé à me dire que ça devenait intéressant. Tu vois? Qui dit monopalme dur, dit appui plus solide, dit un mouvement de corps aussi plus engagé. T'as pas besoin de poids, en fait. Tu vas tellement vite que la poussée d'Archimède, elle a pas le temps de dire coucou. Hein. Donc ça, c'est aussi un facteur important. Après, je sais que sur les compétitions France, il y en a qui font encore le 8x50 avec la combinaison, le lobster sur le dos, la colo qui doit rentrer dans la combinaison. Je sais pas comment ils font. Là, on est sur du sprint loisir. Là, ils se font plaisir, les gens. Ils sont pas du tout là pour performer. Ou alors, s'ils veulent performer, je vous conseille d'enlever votre combi et limite de faire en maillot de bain, mais le maillot de bain sans plomb, vous gagnerez en glisse. Et toi, t'es en maillot de bain alors? Moi, j'ai ma combinaison en polyuréthane. Ok. Ouais. Mais c'est quoi la différence avec une combinaison, comme tu disais, les gens en loisir là? Eh ben, en apnée, tu vas utiliser une combinaison en néoprène. Ouais. Avec 0,5, 1, 1,5 mm, 2 mm si t'es frileux de néoprène, donc tu as une grosse flottaison. Ouais. Donc plus ta combi elle est épaisse, plus t'es obligé de mettre un lestage important. Nous, notre combinaison, elle est tellement fine, elle est pas plus épaisse qu'un maillot de bain. Hein. Mais elle se déchire facilement ou? Faut y aller doucement. Elle se déchire pas facilement, mais il faut vraiment y aller doucement. C'est des combinaisons qui compriment aussi. Faut savoir que quand tu nages vite, je sais pas, tu feras le test dans une piscine, t'as la peau qui a tendance à faire des vagues, à faire des plis. Ces combinaisons-là, elles te compriment tellement que du coup, ça glisse sur la peau, t'as une peau de requin. T'as pas du tout de plis, tu le vois surtout sur les fesses, où c'est un peu plus gras, où là, ça a vraiment des blablabla. Je te laisse imaginer. Ça, tu l'as pas avec cette combinaison-là, donc ça... Et ça coûte combien une combinaison comme ça? Entre 200 et 500 euros en fonction de ce que tu prends. En polyuréthane. Alors, la polyuréthane, elles existent quasiment plus. Ok. Tu sais, je rappelle, c'est les combinaisons de natation qui ont été interdites du temps de tous les records. Les shark skin là. Les shark skin. Ouais. Voilà. On en parlait en club de natation. Voilà, donc ces combinaisons-là, elles ont été interdites. Les grands fabricants, ils ont arrêté de les produire. Parce que ça crée vraiment trop un grand avantage. Ah de ouf. Ah ouais. Mais quand tu mets une combinaison comme ça, tu as une glisse sous l'eau. Déjà, t'as pas la sensation de froid qui touche ta peau. Et l'eau, elle glisse vraiment comme si tu jetais un seau d'eau sur le carrelage, tu vois, et que tu te lançais, je sais pas comment dire. Mais c'est impressionnant. Les sensations de glisse là-dessous sont mortelles. Incroyable. Moi, quand je fais un entraînement sans et avec, je m'envole quand je la mets. Clairement, je m'envole. Ok, donc ça c'est autorisé en apnée sprint. Donc ça, c'est autorisé en nage en eau libre et en apnée sprint, même en apnée dynamique. Hein. Okay. S'il y a quelqu'un qui est pas frileux et qui veut faire sa perf avec ça, il peut. Le seul problème, c'est que ça appuie vachement sur les épaules. Ouais. Et toi, tu t'en fous du confort, tu veux juste du perf parce que de toute façon, ça va tellement vite que... C'est ça, c'est ça. Ok. Donc t'as cette combinaison-là, un petit 800 grammes. Ouais, pour le 8 fois. Pour le 8x50, Ouais. mais pour le 2x50 ou le 4x50, pas de lestage. Non. Là, j'ai une monopalme qui est plus dure. En 3. Ouais, et j'essaye aussi des épreuves où tu vas aussi beaucoup plus vite. Donc du coup, là, c'est pas en 3, c'est en 5. En 5 pour le 2x50 et le 4x50. Ouais. Et le 8x50, t'es Je mets une 3. Une 3, en dureté. Ouais. Ok. Et donc ça commence à souple. devenir mou. Plus souple. Un peu plus souple. Ouais. Mais là, tu vois, au fil des entraînements, je sens que ça commence à devenir mou. Donc t'as 2 monopalmes. 3 au total. En Ok. fait, quand j'ai commencé la première année, j'avais une 1,5. Parce Ok. qu'à la base, j'ai commencé avec la DIN. J'ai fait le co-weight Ouais. avec la 1,5. Ouais. J'ai réussi à performer avec cette monopalme-là, je sais pas comment. Donc une palme qui est molle, 1,5. Une palme qui est très très molle, donc qui a besoin de bouger vraiment comme un moustique sous l'eau, quoi. Et là, c'est l'année dernière, j'ai eu une monopalme un peu plus dure. J'avais peur de prendre dur tout de suite, une grosse dureté tout de suite, parce que physiquement, bah faut la bouger aussi la monopalme. Hein. C'est super dur. Donc un effort plus intense, montée de l'acide lactique plus intense. Et c'est effet boule de neige, envie de respirer plus rapide, voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'il a fallu comprendre et gérer. Et là, aujourd'hui, maintenant je sens que cette 3, elle sert à rien, et il me faudrait du plus dur encore. D'accord. Et en dynamique, tu utiliserais la 1.5. Ouais,
J'ai utilisé la 1. J'essaie de... Là, en ce moment, je suis en train de tester. Parce que l'année dernière, ma 1.5, en fait, je l'ai cassée après le Koweït. Elle a pris un coup dans l'avion. Ouais. Donc, elle était cassée. Et donc, j'ai utilisé toute la 3 pour la dynamique, les 150, etc. Où je me sentais bien. Et là, j'ai réparé ma 1,5. Oui, ça se répare une 7 mâts. Et... Ben, je sais pas, je suis encore en train de réfléchir à qu'est-ce que j'aime vraiment. Voilà, parce que les techniques sont pas pareilles, le mouvement dans l'eau est pas pareil. Ok, donc la dureté de la monopalme va impacter ta technique de nage. Ouais. Je suppose que si la palme elle est plus dure, par exemple une 7, en dureté 7 mâts, tu dois avoir une amplitude plus grande quand tu nages. Ouais. Et quand c'est plus mou, c'est plus de la fréquence que de l'amplitude. Alors, pas forcément de la fréquence. Tu peux maintenir l'amplitude. Après, tu peux jouer un peu plus avec les chevilles aussi. Chose que tu peux pas faire avec une monopalme dure. Parce que il faut la bouger, la mono, quoi. Donc, tu es obligé d'utiliser vraiment tout ton bassin. C'est quelque chose que je suis en train d'essayer d'analyser en ce moment. Comment j'avais réussi à retranscrire la technique parfaite pour moi. Tu le vois en dynamique, hein. Il y en a des fois, ils bougent juste les chevilles. Ils ont une monopalme très fine. Et du coup, ils ont juste besoin de bouger les orteils et ça avance tout seul. Ouais. Et il y en a qui engagent un peu plus le bassin. C'est vraiment 2 écoles. C'est en phase d'observation. Ouais. C'est vrai que la technique de nage en monopalme, c'est quelque chose de très particulier. Hein. Ouais, parce qu'il y a un autre facteur aussi. Il y a le facteur relaxation. Est-ce que t'es bon nageur et du coup, naturellement, t'as une bonne technique et tu vas pas te fatiguer? Enfin, tu vas pas moins te brûler en utilisant cette technique-là. Quelqu'un qui a pas du tout de technique, il va avoir du mal peut-être à avoir le bon mouvement d'introversion, rétroversion du corps pour avancer. Ouais. Donc du coup, il va mettre quoi? Il va mettre plus de genoux. Ouais. Tout ça, c'est du travail en amont, du travail technique. Il y en a peut-être, et j'en connais plusieurs, hein, et même moi, hein, quand j'ai démarré la dynamique, je faisais ça. T'as toute la moitié haute du corps qui bouge pas, et tu vois juste un petit coup de monopalme tout petit. Et cette même personne, elle va peut-être faire une belle distance avec cette technique-là. Tu lui demandes de faire une technique un peu plus ample, nage avec palme, bah, tu la perds au bout de peut-être moitié moins de longueur. C'est pas les mêmes dépenses. Même dépenses, même relaxation, c'est vraiment propre à chacun. En profondeur, on le voit aussi. Hein. Par exemple, rien que la position de bras, des fois quand on met bien bras en flèche au début, je sens que je suis beaucoup plus rapide, mais je me crame en fait au départ. Et des fois, je fais exprès d'avoir une technique un peu moins conventionnelle, un peu plus dégueulasse, avec une demi-flèche un peu molle. C'est pas beau, mais je suis détendu. Mais t'es détendu. Ouais. Alors après, bonne nouvelle, ça se travaille quand même. C'est vraiment toutes les heures de stretching, les travails techniques à la piscine, etc., ou même en profondeur. Enfin, l'entraînement, ça sert à ça aussi. Acquérir la bonne souplesse au niveau des épaules, essayer de comprendre le bon mouvement ondulatoire. Moi, j'ai mis du temps avant de comprendre le bon mouvement. Là, maintenant que je l'ai, je dis, ah ouais, c'est ça la vraie ondule. Ah ouais, enfin, je dirais pas ondulation, parce qu'il y en a qui vont dire, ah, on ne dit pas ça comme ça. Ah ouais? Et plutôt le bon mouvement, bon mouvement sous l'eau. Mais tout le corps, en fait, ça part du bout des doigts jusqu'au bout de la palme, quoi. Et... comment dire, si la main, elle bouge, c'est plutôt une conséquence. Tu vas pas démarrer ton mouvement. Oui, non, pas la main, mais c'est le... Mais voilà, c'est ça, c'est plutôt un mouvement de bassin. Introversion, rétroversion. C'est ça. Et d'où l'importance d'avoir des abdos, là. Bah, les abdos, c'est pareil, ça va être un travail d'entraînement. Ouais, c'est quelque chose qu'il faut bosser, c'est clair. Même le dos. Et je pense à Marine Grosjean, par exemple, qui était une ancienne grande nageuse en palme. À un moment, elle s'était fait mal aux abdos, parce que on utilise beaucoup les abdos en monopalme. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Enfin, surtout sur les entraînements, des fois, t'as des exercices. mais ouais, tout ça, c'est passionnant. Et quelqu'un qui se donne les moyens de développer tout ça, il peut rapidement arriver à des conditions physiques et techniques intéressantes. Okay. Donc, pour résumer, pour l'apnée dynamique, une monopalme plutôt soft, en 1.5. Pour l'apnée sur du 100... Hein, si tu prends un homme, 2, c'est... Ouais, non, mais je pensais par rapport à toi. Par rapport à moi. Et si tu fais du 100 mètres ou du 4x50, t'es plus sur du 3, mais aujourd'hui, je double, voire je triple la dureté. Ouais, tu triples la dureté parce que t'as gagné en niveau et en puissance. C'est ça. Et sur le 8x50, vu que c'est quand même long, c'est de l'endurance, t'es sur du 3, c'est ça? Ouais. Voilà. Ouais. Je suis en train de réfléchir à faire plus dur. Ouais. Donc, à être plus rapide, mais parce que tu gagnes en puissance aussi.
Ouais, mais là, physiquement, faut être prêt. Il faut être prêt, ouais. Ah ouais. Non, je crois que les gens ils se rendent pas compte, mais c'est les différences de monopalme, c'est des fois t'as des bâtons dans les pieds, quoi. C'est Ouais. incroyable. Ouais. Et La Edge, t'as déjà essayé les bipalm Edge chez cette main? Non. Et les 7 mains mantra ou les Mantra, oui, mantra je les aime, mais composite. c'est des super soft, donc moi, c'est vraiment des petits... Ouais. Bah les Edge, elles sont tellement dures. J'avais Tito Zappala qui est ici à Dab qui m'a prêté des Edge. Mais elles sont prévues pour la chasse, celles-là. Ah, je sais pas, mais j'avais les cuisses engourdies directement. Et après, quand tu prends les mantras ou les mantras CWT compétition, ça glisse là, c'est magique. Ouais. Donc l'importance quand même du matériel pour l'apnée sprint. Et cette fameuse combinaison de peau de requin. De peau de requin qui c'est quelle marque? merveilleusement bien. Alors moi, c'est une vieille Jacqued qui ne sont absolument plus produites. Ok. C'est des fonds de placard, comme on dit. Ça a été compliqué de la trouver et au final, c'est mon amie italienne, Chiara, qui a réussi à me trouver une combinaison, la dernière dans un shop à ma taille, de cette matière-là. Et j'essaie de la chouchouter parce que ça n'existe plus. Ah ouais. Alors, il y a encore des fabricants, mais voilà. Mais là, tu relèves quelque chose de quand même drôle. C'est quand même la numéro 1 qui vient te donner du matériel pour performer alors que t'es numéro 2. Donc, quand même, la concurrence, elle est bienveillante. La concurrence est bienveillante. Ouais. Et même, on se donne des tips sur les entraînements. L'année dernière, on a fait un week-end d'entraînement avec eux, en Italie. Équipe de France et équipe d'Italie? Non, juste moi, Ivan, et du coup, la team italienne. Ok. Sprint. Pas tous, juste 2 avec leur entraîneur. Ouais, vous êtes amis, quoi. Ouais. Il y a de l'amitié. C'est marrant parce qu'on le voit bien dans le monde de l'apnée, il y a toujours cette amitié franco-italienne. Même ici à Dab, on le voit, les Italiens, les Français, c'est... Ça se mélange facilement. Ah, il y a un truc quand même, hein. Il y a du Enzo Molinari, enfin Enzo Mallorca et du Jacques Mayol qui sont passés par là avant. Ouais, après, il y en a quand ils ont la niaque et la compétition. Ça reste la compétition pour certains. Ouais. Mais France-Italien, c'est dans le milieu de l'apnée, c'est... Mais en tout cas, moi de mon côté, je me prends pas la tête et j'ai plaisir à échanger des expériences avec cette équipe-là. Mais il y a que Chiara, les autres je connais pas, je parle pas spécialement. Donc voilà. Bon merci Gaël pour ce podcast. On arrive vers la fin de cet épisode. Est-ce que je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu veux remercier des personnes qui t'aident dans ta carrière d'athlète de haut niveau? Eh bien, mon chéri, déjà, c'est le number one en coaching et en accompagnement et en soutien. Mes sponsors, qui m'aident quand même beaucoup dans l'aventure. Et puis surtout ma famille et mes amis qui me suivent dans ce délire de compétition et de performance mondiale. Voilà, cette grosse aventure. Tes parents, ils sont à fond derrière toi? Mes parents sont à fond derrière moi, ouais. Tu les as initiés là-bas déjà? Non, ils sont pas aquatiques. Ils nagent, mais ça s'arrête là. Ok. Non, donc ouais, vraiment tout ce soutien familial, ça c'est cool. Et ils sont venus te voir déjà sur les championnats du monde? Non. Même en compétition France et tout. Puis même, ça me ferait bizarre qu'ils soient là. J'aime bien être dans ma bulle. Donc ils suivent de loin. Ça, c'est quelque chose qui a été dommage d'ailleurs au championnat du monde où il n'y a pas eu de retransmission TV sur l'ensemble des épreuves de sprint. Ah ouais? Mais sur les autres disciplines? Toutes les dynamiques statiques, ouais. Mais pas sur le dynamique. Mais pourquoi? À cause du coût? J'ai eu plusieurs échos, mais en gros, ça coûtait trop cher. Je sais pas trop. C'est bizarre. Mais bref, du coup, il y a eu un gros raté et du coup, on n'a pas trop d'images. Parce que j'ai pas trouvé d'images. J'ai juste trouvé des images de championnat de France, il y a juste Coupe de France. Le 100 mètres, mais le 8x50 et le 4x, ils l'ont pas filmé. Ok. Même pas à l'extérieur, rien. C'est tellement dommage, mais c'est comme ça. Ok. Ouais. Et c'était diffusé sur TV Kmas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc ne cherchez pas, vous trouverez rien. À part le 100 mètres, que vous trouverez plus facilement sur le compte Instagram, je pense. Okay. J'ai déjà coupé la vidéo. Bon, en tout cas, Gaël, tous les auditeurs de la Freediving Family te souhaitent bonne chance pour les championnats du monde CMAS à Athènes. Merci. Où tu vas t'aligner sur le 100 mètres sprint, le 4x50 et le 8x50. On va suivre ça de près. Ouais, on va essayer de réitérer les performances de l'année dernière, ce serait cool. Ce serait carrément cool. Bah ouais, des petites médailles d'argent là. De ouf. Et en espérant qu'il y ait plus de 15 nationalités. Ce serait bien. Ce serait pas mal. La moula. C'est clair. Merci Gaël. Un plaisir, merci Julien. Et puis on se voit sous l'eau. Bah ouais, on va aller plonger ensemble. Avec plaisir. Dab style.
J'espère que vous avez aimé le parcours de Gaël Brousse et que vous avez appris plein de choses sur le milieu de l'apnée, sprint et d'endurance. Ce que je retiens de notre échange, c'est que l'apnée sprint, c'est un sport de barbare, ok, mais qui exige une technique de nage bien spécifique, une sacrée tolérance au CO2, de la puissance musculaire pour avancer malgré des jambes ankylosées par l'acide lactique, avec un cœur qui bat la chamade et un diaphragme qui doit gérer les contractions. Sauf pour Gaëlle, parce qu'elle en souffre pas, chanceuse. Je retiens aussi que la gestion du cycle menstruel chez les athlètes est un vrai sujet à aborder pour la performance. Je retiens qu'il est possible de concilier amour et coaching et que le couple peut être un terrain fertile pour la performance. Là où parfois le couple peut être un frein, car l'apnée exige beaucoup de temps, surtout en profondeur où on doit souvent partir à l'étranger. Je retiens aussi que Gaëlle est sensible au bien-être animal et qu'elle n'est pas du tout tolérante vis-à-vis des techniques de pêche industrielle. Ça l'a complètement dégoûtée, parce que l'injustice pour la biodiversité est énorme. Alors elle a adapté son alimentation pour ne pas entretenir cette pêche mortuaire. Je veux pas trop rentrer dans les détails écocidaires, car j'ai souffert pendant des années d'éco-anxiété suite à mes années d'éco-aventurier et d'activiste. Mais si vous prenez le temps de vous renseigner, vous verrez que le bilan écologique de l'homme est catastrophique. Nous sommes actuellement dans la 6e extinction d'espèces. Chaque année, 26 000 espèces d'animaux ou de plantes disparaissent définitivement. Ça fait quand même une espèce toutes les 20 minutes. Et en 2050, on estime, d'après la fondation Ellen MacArthur, qu'il y aura plus de plastique en tonnage que de poissons dans les océans. Donc on est vraiment dans un délire quand même sans nom. Le dérèglement climatique crée et créera déjà encore plus de migrants climatiques, créant des conflits armés et des catastrophes humanitaires. On est déjà dedans, mais ça va s'intensifier. Le bilan, il est là, le plan d'action, on le connaît, mais la volonté politique ne l'est pas. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, je pourrais faire des heures là-dessus. C'est pas pour rien que je fais de l'apnée, c'est pour passer à autre chose et essayer d'être plus en paix avec le monde qui m'entoure et avec cette période écocidaire. Si vous voulez en savoir plus, par contre, j'ai quand même écrit un livre qui s'appelle L'éco-aventurier, mon tour de France au service de l'environnement, aux éditions Hugo Doc. Là, je prends le temps de mettre noir sur blanc ce que je pense et ce qu'on peut faire. Bref, je retiens aussi que l'alimentation, pour la performance, c'est une clé essentielle. Et une mauvaise alimentation, une mauvaise récupération va vraiment amener à des contre-perfs ou à se blesser. Alors n'hésitez pas à vous entourer de professionnels quand vous commencez à vous entraîner énormément, comme Gaël Brousse. Bref, encore merci à toi Gaël d'avoir joué le jeu de l'interview et d'avoir partagé ton expérience sur la Freediving Family. Vous êtes presque 1000 abonnés sur Spotify, vous êtes plus de 3000 sur Insta, et pourtant je compte que 75 notations 5 étoiles. Alors s'il vous plaît, mesdames, messieurs, notez le podcast, partagez-le et abonnez-vous si c'est pas déjà le cas. Bon allez, je vous laisse. Ici c'est l'heure d'aller plonger dans les eaux chaudes de la mer Rouge. On se retrouve dimanche prochain. Bisous, cœur, amour et CO2.